Bonjour à tous, je suis Thibaut Fouillet, le directeur scientifique de l'Institut d'études de stratégie et de défense. Je vais avoir l'honneur et le plaisir d'introduire puis de modérer cet atelier. Cet atelier d'Academ qui porte sur vaincre demain l'enjeu du couplage des capacités militaires. Avant toute chose, je tiens à remercier particulièrement Academ de nous faire confiance pour cette présentation. Également aussi à l'IRSEM qui a coordonné toute l'organisation. Très rapidement, après je vais laisser la parole au panel. C'est pour eux avant tout que vous êtes là et l'expertise est de leur côté aujourd'hui. L'enjeu de cette table ronde, c'est à la fois de s'inscrire pleinement dans la logique Academ, puisque cette question du couplage capacitaire, ou plutôt qu'on appelle à l'IESD l'interconnexion des capacités stratégiques hautes, est en fait la labellisation, notre programme de recherche labellisé par le ministère des Armées dans le cadre du centre d'excellence. C'est à la fois affilié à un programme de recherche, donc un programme de recherche sur un centre universitaire. Je présenterai après le panel qui est majoritairement composé de doctorants ou de jeunes chercheurs, avec une moyenne d'âge qui est parmi la plus basse en général des colloques. On parlait de relève stratégique ce matin, la voilà, en partie du moins. Et donc c'est ce premier volet et le second volet, bien entendu, de s'inscrire dans le débat, la pensée stratégique globale et sous l'angle du spectre haut, donc ses capacités stratégiques hautes. Le professeur Olivier Zajec, qui est le directeur de l'IESD, qui parlait ce matin, a largement insisté sur les définitions. Alors, m'inscrivant dans ces pas, tel un disciple, je vais définir ce qu'est cette interconnexion des capacités stratégiques hautes. Hop. En réalité, c'est un mot qui peut paraître un peu pompeux. Les capacités stratégiques hautes, c'est ce qu'on va entendre comme les technologies de pointe, ou du moins les capacités qui ont par nature une dimension stratégique et politique. Les militaires diraient Paul Mille. Et qui donc, par essence, conditionnent deux leviers de puissance. Tout de suite, lors de son utilisation, je vais revenir très rapidement sur les familles qui forment ce programme d'études, mais qui ont une incidence par nature stratégique et politique ou stratégico-politique. Bien entendu, la plus évidente, c'est le nucléaire et la question de la dissuasion nucléaire, mais aussi dont la disposition, la capacité d'emploi est déterminante pour être considéré comme une grande puissance, se considérer comme une grande puissance ou tout simplement produire des effets opérationnels décisifs. Je pense plutôt notamment à la puissance aérienne. Pourquoi on a ce programme de recherche? Quel est l'enjeu de parler de cette interconnexion et de ces capacités stratégiques hautes? Parce que tout ce champ capacitaire, alors qui, sans s'y réduire, là vous avez l'expression de nos principaux domaines de recherche, le nucléaire, le spatial, la puissance aérienne sous toutes ses dimensions, la fédération de ces capacités, on parle d'interconnexion, donc encore faut-il pouvoir les interconnecter, donc par le C2, la transformation des C2, mais sans bien entendu être exclusif, c'est aussi la question de la puissance par milieu, et je remercie le docteur Mazuki d'être là pour nous parler de cette interconnexion appliquée au milieu naval. Et pourquoi c'est essentiel? Cette labellisation, elle s'inscrit dans un objectif de renouvellement de la pensée stratégique parce que, par nature, ces capacités ont une influence sur le champ politique. Ça conditionnera la crédibilité de la France en Europe, dans les alliances. On parle souvent de la notion de nation cadre. Elle est affiliée à la possession de capacités stratégiques que certaines autres puissances n'ont pas. Bien entendu, sur le plan opérationnel, parce que ces capacités crédibilisent soit la posture de la France dans sa protection fondamentale, le nucléaire, ou dans sa capacité à être un levier de puissance majeur. Et aussi, pourquoi c'est important de penser leur interconnexion, parce qu'on le voit, alors pas uniquement, mais avec la guerre en Ukraine, les conflits de ces dernières décennies, la contestation des milieux, la contestation des opérations et même la dissémination des capacités d'interdiction. On voit le Hamas, avant le Hezbollah, l'Azerbaïdjan et autres, arrivent à développer des outils de puissance, notamment quand on pense aux drones qui, il y a encore quelques années, décennies, étaient l'apanage exclusif des grandes puissances, mais aussi sur le plan technologique, vous l'aurez compris, parce que là, on est vraiment sur des frontières capacitaires dont la possession et le juste emploi, on en parlera notamment sur le volet spatial aujourd'hui et sur le volet de la puissance aérienne, conditionnent l'efficacité.
Voilà pour cette définition sommaire. Donc, cette interconnexion des capacités stratégiques hautes, elle a naturellement un intérêt pour renouveler la pensée stratégique et il faut s'en saisir parce qu'elle a des effets opérationnels, des enjeux capacitaires, etc., j'en ai parlé, et surtout des impacts sociétaux et politiques fondamentaux. Et elle interroge la crédibilité de la France, et pas seulement de la France et des alliés, à pouvoir exercer une réelle capacité opérationnelle et se représenter ou pérenniser un statut de grande puissance. Le programme a développé une actualité avec la guerre en Ukraine, mais encore une fois, pas seulement. Le ministre parlait ce matin de ne pas essentialiser l'exemple de l'Ukraine et on ne peut que s'inscrire dans sa vision, mais toujours est-il qu'au moins, ça concrétise ou ça place à la vue de tous les tendances lourdes de ces dernières années et de ces dernières décennies. Et pourquoi on a la nécessité, ça va être l'enjeu aujourd'hui, d'ouvrir le débat sur cette interconnexion, pas juste parler des capacités stratégiques hautes, mais bien de leur interconnexion, parce qu'on quitte progressivement une logique directe, indirecte, consciente ou inconsciente, monothétique de l'expression de la puissance. Et notamment, l'exemple le plus archétypal, malgré les nuances qui existaient, c'était on acquiert ou on a par nature une suprématie aérienne qui nous permet d'établir des effets stratégiques. Donc, on a un effet de sidération de puissance. Je ne vais pas rentrer dans tous les débats, cette évolution conceptuelle vous sera présentée dans l'intervention sur la puissance aérienne. Mais donc, on acquiert un effet de supériorité immédiate par le biais technologique qui nous conduit à la victoire. Et le phénomène inverse se développe, j'insiste moi, plutôt depuis 2 décennies, avec toute une gamme d'interdictions. L'interdiction ancienne, la préoccupation très célèbre maintenant de l'A2AD, l'Anti-Access Area Denial, donc la menace chinoise, la menace russe sur ses capacités, et ensuite progressivement exemplifiée avec le blocage tactique en Ukraine, l'interdiction aérienne, le contournement de cette nécessité par le drone, la dissémination de la puissance, qui font qu'on a un effet ciseau entre l'identification de capacités structurantes, ou qui doivent demeurer structurantes pour produire des effets et amener au Graal qu'est la victoire, et en même temps le développement continu de moyens d'interdiction, d'une dissémination de la puissance qui rend toujours plus compliqué l'expression pour la France, mais pour les grandes puissances d'une manière générale, et bien de leur action. La Russie le constate depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et puisque nous sommes à Academ, et c'est l'objectif d'ailleurs de ce programme de recherche, donc bon, il faut interconnecter, mais il faut, et c'est certainement l'enjeu principal, mener une vision stratégique, une pensée stratégique française sur cette interconnexion. Puisque en réalité, on a un retard conceptuel assez important. Cette interconnexion, cette capacité-là, est pensée par les anglo-saxons depuis plus d'1 décennie. Donc l'inflation sémantique, le concept, l'image, l'influence en termes de pensée stratégique dans cette interconnexion des capacités stratégiques hautes est anglo-saxonne. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais une nécessaire pensée française doit se faire pour obtenir un recul critique, une adaptation des besoins aux enjeux et aux intérêts français, mais aussi faire phosphorer l'apport de ce qu'est la recherche française et tout ce qu'elle a apporté, l'expérience de ses militaires, l'expérience inédite de ses centres de réflexion militaire, et aussi l'apport, et c'est l'enjeu de l'IESD par cette présentation-là, de développer une relève stratégique qui peut se focaliser sur ces questions, mais qui peut aussi apporter les méthodologies universitaires, le recul de l'histoire, la méthodologie historique, la méthodologie en sciences politiques, tout ce qui a été dit ce matin, et donc un intérêt de se saisir de ces questions pour éviter l'assimilation ou l'effet d'imitation de concepts américains, l'imposition de concepts, ou alors, pire, disposer d'une technologie et de capacité, mais ne pas savoir quoi en faire, c'est finalement plus grave que de bricoler quand on n'a pas les capacités. Voilà, je quitte ma casquette d'introduction pour entrer dans la casquette de la modération, maintenant que la définition globale des termes a été faite, de cet enjeu, cette présentation du programme. Il est temps de laisser la place à ce panel qui, reprenant l'idée de cette interconnexion, va vous présenter dans un premier temps cette problématique d'interconnexion des capacités stratégiques hautes appliquées au nucléaire, puis à la dimension et aux enjeux du spatial, ensuite à la puissance aérienne, et enfin présenter les enjeux du fédérateur de l'interconnexion, c'est-à-dire le C2 appliqué à un milieu, avec l'intervention du docteur Mazzucchi.
sans plus tarder, et j'ai déjà trop parlé, je vais passer la parole à Douglas Rochat, qui est doctorant-chercheur à l'IESD sur les questions nucléaires, responsable du pôle nucléaire. Je t'en prie, Douglas, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Douglas Rochat, je suis chercheur doctorant à l'USD et responsable de pôle nucléaire. Je suis également doctorant en sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3 sous la direction de professeur Zajek. Et j'aimerais, avant de commencer ma présentation, j'aimerais remercier l'Acadème, l'organisation, l'école militaire, l'IRSEM, d'avoir créé ces cadres de partage de nos recherches, de réflexion, de débat sur les études stratégiques en France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de nos recherches qui s'inscrivent dans le cadre de programmes sur l'interconnexion des capacités stratégiques hautes de l'USD. Ma présentation s'intitule « Le principe de l'ETNU dans la dissuasion au troisième âge nucléaire, la réduction des risques stratégiques à la lumière de l'interconnexion entre les capacités conventionnelles et nucléaires ». Cette présentation a pour objectif de proposer une réflexion sur les implications de cette interconnexion des capacités nucléaires et conventionnelles à partir de deux faces de la médaille nucléaire, à savoir les politiques, les doctrines de dissuasion d'un côté, et de l'autre, celle de la maîtrise d'armement et de réduction de risques stratégiques. Ces deux approches sont, me semble-t-il, complémentaires et renforcent la crédibilité de dissuasion et la stabilité stratégique internationale. Ce type de réflexion est aussi de plus en plus répandu dans le monde ces dernières années. On les retrouve aux États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, en Russie, en Chine, mais également en Asie du Sud, dans les relations entre l'Inde et le Pakistan, et progressivement en Asie-Pacifique. Donc c'est pourtant un enjeu de l'actualité stratégique. Comment je fais? T'inquiète, je le fais, je change sur l'ordi, je m'en occupe. Ok. Donc ma présentation, elle sera structurée de la manière suivante. À titre d'introduction, je vous présenterai quelques concepts importants et le contexte nucléaire à partir duquel on va analyser la problématique de l'interconnexion des capacités nucléaires et conventionnelles. Ensuite, dans la première et deuxième partie, je vous présenterai l'enjeu de la manipulation agressive du risque d'escalade par certaines puissances liées à cette interconnexion qui entraîne des défis stratégiques, mais aussi des potentialités en termes de dissuasion. À partir de ces éléments, j'analyserai en troisième partie la prise en compte des risques d'escalade dans le cadre de conflits ukrainiens. Et je finirai ma présentation avec quelques considérations finales et des suggestions de lecture pour aller plus loin. Donc, au cours de dernières années, nous constatons l'évolution rapide des équilibres stratégiques et l'intensification de la compétition entre les puissances nucléaires. Selon l'amiral Vendier, le troisième âge nucléaire qui s'y dessine sera caractérisé par le retour des politiques de puissance, par la mise en cause de la grammaire nucléaire de la guerre froide et par des évolutions de doctrine et des forces de dissuasion qui sont marquées par une opacité agressive croissante. Parmi ces évolutions, on constate une interconnexion ou l'imbrication croissante des capacités nucléaires et conventionnelles sur les plans stratégiques, opérationnels et capacitaires, comme par exemple le déploiement de capacités à capacité duale, donc capable d'importer de charges nucléaires et conventionnelles. En plus de ça, il y a l'émergence des nouvelles technologies stratégiques comme le cyber, l'intelligence artificielle et l'hypervélocité qui vont imposer
des défis stratégiques et non nucléaires à la dissuasion, aux stratégies de dissuasion. Donc, pour compenser une situation d'infériorité militaire, certaines puissances adoptent des stratégies de dissuasion fondées sur la manipulation du risque d'escalade et sur l'ambiguïté des conditions de l'emploi atomique, donc du seuil nucléaire. Ces stratégies ont notamment pour objectif d'interdire des opérations des forces adverses et de contrôler l'escalade, notamment par l'emploi nucléaire limité. C'est le cas, par exemple, de la Russie et de la Corée du Nord vis-à-vis des forces occidentales, notamment. Donc, l'imbrication croissante entre les forces conventionnelles et nucléaires pourrait augmenter un risque d'escalade non souhaité lors d'un conflit conventionnel et provoquer l'emploi des armes nucléaires de manière agressive sur le champ de bataille, qui s'éloigne d'une logique de dissuasion défensive. Enfin, ces réflexions ont lieu dans un contexte de crise des instruments de maîtrise d'armement et de réduction de risques stratégiques ces dernières années, donc notamment les traités russo-américains, sans un cadre régulateur de cette compétition qui se dessine. On pourrait s'interroger sur quel type de retenue doit reposer la dissuasion au troisième âge nucléaire dans une compétition entre les puissances. Donc la problématique, c'est compte tenu de l'interconnexion, comment renforcer cette retenue dans la dissuasion et de réduire les risques stratégiques existants, donc les deux côtés de la médaille nucléaire, on pourrait dire. Donc, tout d'abord, il est important aussi de préciser que les armes nucléaires et conventionnelles ont toujours été interconnectées d'une certaine manière. Les risques d'escalade nucléaire à partir d'un conflit conventionnel est d'ailleurs l'un des piliers de la stratégie de dissuasion de l'OTAN, notamment durant la guerre froide. Cependant, ce qui est nouveau de nos jours, c'est que cette interconnexion est désormais instrumentalisée par des stratégies de sanctuarisation agressive qui ont pour objectif de contrôler l'escalade à travers l'emploi ou la menace des forces nucléaires tactiques, notamment non stratégiques. Donc il y a une offensive conventionnelle sous l'ombre nucléaire. Les armes nucléaires perdent ainsi leur nature purement stratégique et défensive pour devenir des instruments offensifs sur le champ de bataille dans une logique de victoire nucléaire. Cela s'ajoute aussi à l'interconnexion de manière intentionnelle de capacités duales dans les postures de dissuasion, ce qui brouille les dimensions conventionnelles et nucléaires du conflit et augmente des risques d'une perception erronée, parce que les forces ne connaissent pas, pourraient pas savoir si les forces adversaires, les forces duales, sont chargées avec des charges conventionnelles ou nucléaires. Donc ça augmente les risques d'escalade. Durant la guerre froide, pour comparer, les forces conventionnelles et nucléaires étaient en grande mesure différenciées dans les postures de dissuasion, ce qui favorisait une logique de représailles défensive et stratégique. Telle était la logique de la doctrine de la riposte graduée de l'OTAN, par exemple. Et pour encadrer cette compétition, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique avaient mis en place une architecture de traités de maîtrise d'armement et de réduction de risques pour renforcer la prévisibilité des relations et réduire les risques d'un conflit. Donc il y avait cette prise de conscience. Cependant, aujourd'hui, après la guerre froide, certaines puissances profitent de la remise en cause de ces traités, de la fin de cette architecture, pour employer et adopter des doctrines de dissuasion agressives. Donc, cette interconnexion, elle présente à la fois des potentialités et des défis. Concernant les potentialités, l'interconnexion, elle répond à une nécessité d'adaptation de ces postures de dissuasion aux menaces du troisième âge nucléaire qui ne ressemblent plus
aux mêmes menaces de la guerre froide. Cette adaptation, elle vise à renforcer la capacité de gestion d'escalade, à empêcher un emploi nucléaire limité par l'adversaire et de le convaincre qu'il n'aurait pas de gain sur le champ de bataille à partir des menaces nucléaires. Elle permettrait également de disposer de plus de résilience, de flexibilité et de réponse en dessous du seuil de l'emploi nucléaire tactique et principalement stratégique. À partir d'une logique défensive, de dissuasion par représailles, le principe de retenue pourrait être renforcé face à ces stratégies plus agressives. Néanmoins, donc, il y a aussi des défis qui prennent la forme des risques stratégiques qui doivent être considérés par les autorités militaires et politiques. Un premier type de risque est lié à la doctrine nucléaire. Il découle de l'ambiguïté parfois intentionnelle et agressive sur les conditions d'emploi nucléaire. Dans quelles conditions l'arme nucléaire va être utilisée, et notamment des discours et des signalements nucléaires très ambigus et donc qui manipulent ces risques nucléaires. Un second type de risque est lié au processus d'escalade nucléaire non souhaité lors d'un conflit conventionnel. Cependant, certaines puissances déploient des capacités duales et nucléaires, parfois de manière conjointe avec des forces conventionnelles, afin d'augmenter intentionnellement les risques d'escalade provoqués par une erreur de calcul. Par exemple, les forces armées chinoises déploient et entraînent des bataillons conventionnels et nucléaires de manière conjointe. Donc ça augmente le risque et en fait ça impose des risques par exemple aux forces occidentales ou des États-Unis par exemple, dans un conflit ou dans une crise à Taïwan par exemple. Dans ce sens, nous pouvons également penser aux systèmes de commandement et contrôle qui sont parfois partagés par les forces conventionnelles et nucléaires, et aussi aux nouvelles technologies émergentes comme l'hypervélocité, le cyber, l'intelligence artificielle, qui pourraient infliger des dommages stratégiques à ces systèmes de commandement et contrôle et accentuer les risques d'une escalade nucléaire. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Enfin, cette imbrication des capacités conventionnelles et nucléaires rend encore plus difficile leur encadrement par les traités de maîtrise d'armement, selon une logique de la guerre froide qui essayait de séparer les armes nucléaires et les armes conventionnelles dans les négociations. Cette difficulté avait déjà été soulevée en 2021 dans les discussions stratégiques entre Washington et Moscou à Genève, donc avant la guerre de l'Ukraine. Donc pour parler de la guerre de l'Ukraine, on pourrait se demander quel type de retenue a-t-on besoin pour réduire les risques nucléaires au troisième âge nucléaire. Pour répondre à cette question, j'analyse le cas de l'Ukraine où il me semble qu'il y a une sensibilité des autorités concernant les risques liés à l'interconnexion des capacités conventionnelles et nucléaires. D'abord, sur la Russie, on constate la mise en œuvre d'une stratégie de dissuasion marquée par la manipulation agressive du risque d'escalade et par l'emploi de menaces nucléaires envers l'Ukraine. Dans une logique de sanctuarisation agressive, donc en combinant des forces conventionnelles sous l'ombre des armes nucléaires, là, la Russie, elle menace l'emploi des armes tactiques qui sont présentes sur leur territoire et maintenant sur le territoire de la Biélorussie. Donc cela démontre une remise en cause des pratiques de la guerre froide et de la stabilité stratégique en Europe, qui avait été structuré les relations pendant la guerre froide. Depuis le début de la guerre, en février 2022, on constate aussi l'emploi russe des missiles à capacité duale, comme les missiles balistiques air-sol Kinjal et les missiles de croisière mer-sol Calibre, qui sont potentiellement duaux. Bien que leur emploi soit conventionnel, ces missiles pourraient rajouter des risques de perception erronée lors d'une crise concernant la charge qu'ils pourraient porter.
De l'autre côté, il y a quand même des signes on peut identifier des actions un peu de retenue de la Russie, puisque malgré les menaces nucléaires, certains spécialistes n'ont pas identifié de changements majeurs dans la posture russe qui pourrait présager un emploi nucléaire. De plus, la Russie n'a pas pour l'instant mené des attaques cyber contre les cibles stratégiques ukrainiennes ou des membres de l'OTAN, ce qui était une crainte occidentale importante dans le passé, avant la guerre. Et enfin, on constate aussi une certaine retenue ou une modération, entre guillemets, dans le discours de Poutine, quand comparé aux déclarations des membres de son gouvernement, qui sont beaucoup plus agressifs et qui est en faveur de l'emploi nucléaire. Cela illustre cependant une manipulation des risques d'escalade, une vraie ambiguïté sur les conditions de l'emploi par Moscou. De l'autre côté, nous avons donc l'Ukraine et l'OTAN, on peut constater qu'il y a une stratégie marquée par le renforcement de la volonté de dissuasion et de la retenue. Malgré les menaces nucléaires russes, les pays occidentaux réaffirment la crédibilité de dissuasion de l'OTAN en livrant à l'armée ukrainienne des armements de plus en plus performants en termes de précision et de portée. Cependant, ces transferts sont faits de manière mesurée afin d'éviter une escalade de conflits provoquée, par exemple, par des frappes stratégiques en Russie. Jusqu'à présent, les attaques ukrainiennes sont effectivement, en territoire russe, semblent limitées en termes de puissance et d'ampleur. Et pour finir, il est important de souligner l'utilisation des canaux de communication entre les autorités américaines et russes afin d'éviter des malentendus et des perceptions erronées dans le cadre des opérations en Ukraine. Cela est d'autant plus sensible après la suspension du traité New START en 2022, qui constituait un instrument de dialogue, de prévisibilité et de transparence entre la Russie et les États-Unis. Donc, que pouvons-nous conclure de ces réflexions? En premier lieu, nous constatons une interconnexion croissante entre les dimensions nucléaires et conventionnelles de la dissuasion en termes stratégiques, opérationnels et capacitaires. Cette évolution a lieu dans un environnement de compétition stratégique entre les puissances nucléaires et c'est pourquoi les pays occidentaux, on pourrait dire, ou les puissances nucléaires de manière générale, devront être adaptés ou adapter leur stratégie pour faire face à des postures, à des stratégies diverses qui mettent en valeur la manipulation des risques d'escalade et de l'emploi nucléaire, notamment au niveau non stratégique, donc peut-être dans une logique de victoire nucléaire. Cependant, ce processus sera accompagné par la prise en compte progressive des risques stratégiques qui découlent de cette interconnexion. Et donc, il est important de renforcer une orientation défensive et stratégique de la dissuasion et des stratégies de signalement nucléaire et de déclaration afin de réduire les risques de perception erronée, d'erreurs de calcul et de malentendus. Et enfin, il semble important de réfléchir au concept et à l'adaptation de la maîtrise d'un moment au troisième âge nucléaire dans des nouvelles conditions stratégiques et malgré le contexte défavorable dans lequel nous sommes. C'est pourquoi il semble plus important peut-être de privilégier des mesures de réduction de risques stratégiques, voire même de manière unilatérale, et de les intégrer dans les réflexions sur la posture et sur la adaptation de la doctrine de dissuasion de manière à renforcer la stabilité et la retenue dans le monde. Voilà, ce sont mes propos conclusifs. Ici, vous avez quelques références pour ceux qui s'intéressent et qui voulaient aller plus loin. Et
Je suis à votre disposition pour toute question par mail ou après dans la partie des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Douglas de cette présentation qui nous montre bien les enjeux et même le renouveau de la réflexion à mener sur des considérations qui semblaient pourtant maîtrisées, comme le nucléaire, avec une évolution des concepts pourtant foisonnante pendant la guerre froide. On voit bien ce retour de la compétition qui nous ramène à penser des questions qui semblaient oubliées, comme le nucléaire tactique, et ce débat sous-jacent qui est tranché de manière plus brutale chez les anglo-saxons, du lien effectif, direct ou indirect entre le conventionnel et le nucléaire. Donc ne serait-ce que repenser ces questions semble majeur, et je pense que beaucoup de monde auront des questions, sinon moi-même j'en ai beaucoup. On va passer maintenant à un deuxième volet fondamental, à la mode, puisqu'il est de plus en plus émergent, en tout cas en termes de capacité stratégique et de stratégisation du milieu, c'est le spatial. Pour cela, eh bien, on va avoir une intervention d'Amaury Dufay, qui est chercheur à l'IESD, responsable du pôle spatial. Amaury, c'est à toi. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Douglas. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer aux conférences d'inauguration de l'Académie de défense et de l'école militaire. Vous l'avez compris, l'objectif qu'on s'est fixé avec mes collègues, c'est d'essayer de vous dresser, de vous proposer un panorama aussi large et varié que possible des interconnexions en fait, qui existent entre les différentes capacités, entre les différents milieux d'opération, et ultimement essayer de dresser une image finalement de ce qu'est le combat aujourd'hui et de ce qui pourrait devenir. Pour ma part, je vais me concentrer sur les aspects spatiaux de cette interconnexion. Est-ce que l'on peut passer la slide ? Pas de souci. Je te suis. Parfait. En me concentrant sur 3 aspects fondamentaux de la bataille spatiale. D'abord, l'interconnexion entre les manœuvres spatiales et le segment sol. Ensuite, on va s'intéresser plutôt aux armes. J'ai choisi de le traiter sous l'angle de l'interconnexion entre les capacités spatiales et la guerre cyber et électronique. J'aurais pu choisir le nucléaire, si vous voulez, on pourra l'aborder dans les questions. Et enfin, la défense des atouts spatiaux. Alors, comment traiter l'interconnexion des capacités spatiales avec les autres capacités stratégiques hautes ? Vous avez 2 approches. La première approche, je dirais, c'est une approche, on va dire, plutôt fonctionnelle de l'interconnexion, c'est-à-dire en traitant les opérations spatiales au sens large. C'est plutôt, on va dire, assez connu, hein, mais l'espace, aujourd'hui, est essentiel aux opérations et en réalité, il est même essentiel à nos vies courantes. On dit parfois que chaque jour, chaque citoyen européen utilise en moyenne 40 satellites. Voilà, l'idée, c'est que il est essentiel aux opérations, notamment sur 4 domaines d'application. Ce qu'on appelle l'accès à l'espace, Space Lift and Satellite Operations, les lancements, tout simplement. La connaissance de la situation spatiale, en gros, savoir quel objet est où, éventuellement les attribuer, les qualifier. Et troisièmement, très important, surtout l'appui spatial aux opérations. Là-dedans, vous avez tout ce qui est le positionnement, la navigation, le timing, le renseignement, la communication, l'alerte avancée. Là, on a une interconnexion très nette avec le domaine nucléaire, la météo, la géographie, bref, etc. Et enfin, vous avez l'action dans l'espace et sa maîtrise. Là, on est sur une approche qui va plutôt être, je dirais, technique et physique, qui va être centrée sur l'action dans l'espace. 2 choses à retenir. La gestion du facteur énergétique et la gestion du facteur temporel. La gestion du facteur énergétique, c'est quelque chose d'assez simple. Un satellite est forcément limité dans ses manœuvres par la quantité et la qualité de son carburant, et finalement aussi l'efficacité de son moteur. Il y a des capacités de ravitaillement qui sont en cours de développement, mais pour l'instant, on reste essentiellement sur de la démonstration. Ça pourrait changer. Mais du coup, vous voyez qu'avec cette limitation, bon, les capacités de ravitaillement, ça va être un game changer, mais on peut aussi imaginer un game changer au niveau de l'emploi de sources d'énergie nucléaire sur les futurs satellites. Parce que les sources d'énergie nucléaire sont celles qui permettent des accélérations qui sont à la fois efficaces, sur des durées plus ou moins variables, mais globalement courtes, et avec des masses contenues, surtout. Et la deuxième chose, c'est la gestion du facteur temps. Il faut bien savoir qu'en dépit de la vitesse très élevée qui est inhérente à tous les objets spatiaux, on parle d'objets qui vont entre 3 et 8 km par seconde au minimum, eh ben, la manœuvre d'un objet spatial prend du temps. Tout simplement parce que l'espace est extrêmement grand.
Par exemple, passer d'une orbite basse à une orbite géostationnaire prend au minimum 5 heures. Donc, un certain temps de transit peut être nécessaire, et puis il faut attendre tout simplement le bon moment pour manœuvrer. Et cette centralité de la gestion du temps est encore renforcée parce que toutes les orbites, notamment les orbites basses, ne sont pas couvertes par les antennes en permanence. Donc, vous devez savoir quand manœuvrer, connaître la couverture et la disponibilité de vos antennes, et si vous êtes dans un cas de combat spatial, il faut connaître aussi celle de l'ennemi, et il faut disposer de satellites agiles. Bon, ok, on doit faire attention à l'énergie, on doit faire attention au temps, mais alors du coup, les manœuvres spatiales, c'est quoi? Il y en a 3 types, globalement, pour schématiser. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le flyby ou le survol. Ça désigne la configuration où 2 objets ont une orbite qui n'est pas forcément confondue, mais où ils se rapprochent. Ces manœuvres, aujourd'hui, sont extrêmement fréquentes, parce qu'elles permettent des missions d'inspection ou de renseignement. En gros, toute mission où la destruction de l'autre objet n'est pas requise. Un exemple type, je pense, voilà, c'est très bien. Non, reviens au présent. Voilà, parfait. Là, ce que vous voyez au tableau ici, c'est l'évolution, notamment autour du 28 février 2022, de la distance qui sépare le satellite russe Olympe K1, qui est connu sous le nom de Louch Olympe dans les médias, et d'Intelsat 39. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez qu'à un certain moment, notamment autour du 28 février 2022, c'est-à-dire à peu près 4 jours après le déclenchement de l'offensive en Ukraine, il était à moins de 5 km d'Intelsat 39. Ça paraît loin comme ça, mais dans l'espace, à partir de 100 ou 75 km, considérez que vous êtes quasiment au corps à corps. Donc, on est sur vraiment un rapprochement vraiment très significatif. Et en fait, l'espèce de courbe que vous voyez là, vous voyez que la distance diminue, mais que ça fait des vagues. Pourquoi? Tout simplement parce que les orbites ne sont pas confondues. Donc, ça permet en fait tout simplement aux satellites, en quelque sorte, de venir butiner autour du satellite cible. Bon, deuxième type de manœuvre, les interceptions. Elles sont beaucoup plus rares, parce qu'elles consistent à intentionnellement chercher à rejoindre la position d'un objet cible, potentiellement dans une logique de destruction. Là, vous voyez que vu les distances, le cas de Olympe K1 à Intelsat 39, on est sur une presque interception. Notez que le rapprochement coïncide avec les opérations en Ukraine et que compte tenu de tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'une manœuvre spatiale ne peut absolument pas être improvisée, on peut raisonnablement supposer que c'était volontaire. Enfin, vous avez le troisième type de manœuvre qui sont les phasing ou les temporisations. En gros, ce sont des manœuvres transitoires qui vous permettent de passer d'une orbite à une autre. Donc on vient de voir que les interconnexions entre les capacités spatiales et leurs segments seuls en fait, sont une conséquence de l'appui spatial aux opérations terrestres et au fait, tout simplement, aux contraintes physiques de la manœuvre spatiale. Bon, maintenant, avec quelles armes on peut faire la guerre spatiale? Les armes spatiales sont investiguées depuis le début vraiment de l'âge spatial. Elles sont multiformes, elles sont à un niveau varié de maturité technologique, mais globalement, on peut dire qu'il y en a 4 catégories. La plus simple, ce sont les armes cinétiques, qui utilisent tout simplement la vitesse d'un projectile pour affliger des dégâts. C'est une conséquence en fait directe de la physique spatiale, c'est que, en gros, un objet est considéré comme hyper véloce à partir de 760 mètres par seconde. Un objet spatial, au minimum, va à 7500 mètres par seconde. Vraiment minimum. Donc vous voyez que par principe, tout objet spatial est potentiellement une arme cinétique. Ce qui fait que les armes cinétiques sont la voie la plus directe aujourd'hui vers la rationalisation de l'espace. Et on le voit déjà avec les missiles Assad. Bon, bien sûr, l'inconvénient, c'est que ce sont des armes qui sont génératrices de débris, avec un risque de collision en chaîne, qu'on appelle le syndrome de Kessler. Ensuite, vous avez les armes à énergie dirigée. Elles peuvent utiliser des radiofréquences concentrées, ce sont les micro-ondes de forte puissance. Vous pouvez utiliser des particules, ce sont les faisceaux de particules neutres, en gros des accélérateurs à particules qui sont arsenalisés, ou de la lumière, ce sont les lasers. Tout ça pour perturber temporairement ou définitivement le fonctionnement d'un satellite. Slide suivant. Bon, les armes qui nous intéressent ici en priorité peuvent impliquer un rapprochement avec leur cible. Il y a déjà les sprays chimiques. En gros, il s'agit de peindre les capteurs d'un satellite, donc des capteurs optiques, ou tout simplement de neutraliser des surfaces radiatives ou des panneaux solaires.
ça peut être des bras robotiques. Les Chinois ont déjà démontré en juillet 2013 qu'ils pouvaient le faire. Ça peut être des sorties extravéhiculaires ou des appareils de guerre électronique. Bon, le principal problème des attaques qui nécessitent un rapprochement, c'est qu'elles sont facilement attribuables et détectables, tout simplement parce que, bon, ça dépend des conditions évidemment, mais les senseurs peuvent globalement détecter tout ce qui est plus gros qu'un ballon de foot à proximité d'un satellite. Donc, se rapprocher, c'est pas idéal. Idéalement, il faut des armes dont les effets sont difficilement attribuables, qui soient de préférence à longue distance, et idéalement qui ne sont pas génératrices de débris. Or, les attaques électroniques consistent à interférer avec les signaux, les radiofréquences d'un objet spatial, de deux manières différentes. Ça peut être soit en noyant les signaux adverses dans un bruit aléatoire, c'est le brouillage, le jamming, ou soit l'imitation délibérée des signaux d'un adversaire, tout simplement pour lui envoyer des commandes erronées ou des données nuisibles, l'usurpation d'identité. Ici, l'attribution est compliquée par le fait que dans l'espace, les sources de brouillage, la différence entre un brouillage qui est intentionnel et les interférences non intentionnelles, potentiellement, c'est très difficile de faire la différence. Donc, jusqu'à ce que les satellites gagnent en autonomie vis-à-vis du segment sol, la guerre électronique aura des effets multiplicateurs qui sont conséquents. Et même si nombre de ces effets sont réversibles, la guerre électronique peut gravement dégrader les capacités d'un satellite au cours d'un combat. Et pour moi, c'est l'une, je dirais, des capacités les plus matures en termes d'armes spatiales. Enfin, vous avez les cyberattaques. Là où les attaques électroniques interfèrent avec les signaux de radiofréquence d'un objet spatial, les cyberattaques, elles, visent les données utilisées et transmises par un satellite. Et plus spécifiquement, les échanges de données entre le segment sol et le segment orbital. Et les cyberattaques peuvent alors entraîner tout simplement la perte de l'information nécessaire à l'accomplissement de la mission, voire à la perte carrément de contrôle de l'objet spatial lui-même. Aujourd'hui, c'est le mode d'action, je dirais, peut-être un des plus accessibles. Et vous avez deux façons. Soit vous pouvez utiliser un satellite pour en pirater un autre, mais auquel cas cela sous-entend que vous êtes capable de vous approcher du satellite adverse. Soit vous passez par le segment sol, c'est-à-dire par le réseau d'antennes ou la chaîne opérationnelle au sens large. Ça peut y compris être tout ce qui est infrastructure terrestre, voire même, pourquoi pas, les infrastructures de fabrication, de maintien opérationnel. Et là, vous avez deux manières. Soit vous en prenez aux antennes, soit vous profitez que le canal est ouvert pour vous en prendre au satellite via les antennes. Donc, le satellite est alors ciblé par une station terrestre mise en place par un adversaire ou via des codes malveillants qui s'en prennent directement à son propre segment sol. Ça a déjà été fait. Le 10 octobre 2022, un groupe de hackers ukrainiens a ainsi revendiqué d'avoir bloqué pendant plus de 3 jours le segment sol du réseau de satellites en orbite basse de la société de télécommunications russe Megaphone. Or, un satellite coupé de son centre de maintien à poste, il ne sera plus contrôlable pendant une certaine période, et du coup, ça impacte l'ensemble de la chaîne opérationnelle de l'appareil. Slide suivant. OK. On arrive maintenant, du coup, on a étudié les armes, mais concrètement, comment on se défend ? Il faut savoir que les armes spatiales ont été beaucoup pensées. Mais globalement, je dirais que les contre-mesures et les défenses l'ont été moins. Donc, ça fait que là, vous l'avez compris, on a vu les contraintes physiques, on a vu les différents types d'agir, les différentes manières d'agir sur un satellite. Vous voyez que ça s'interconnecte quand même avec beaucoup de capacités, les capacités terrestres, les capacités aériennes, marines, cyber, nucléaires. Bon, sauf que du coup, la défense contre les armes spatiales est quand même assez difficile. Et c'est d'autant plus compliqué que face à des pays qui disposent de capacités de surveillance spatiale, de Space Situation Awareness, qui sont assez significatives, ça fait que les rapprochements discrets, les manœuvres discrètes sont quand même assez difficiles. Et on peut assez difficilement échapper à notre adversaire. On peut malgré tout imaginer 3 possibilités. On peut utiliser, tout simplement, comme l'espace est très grand, on peut utiliser certains espaces dans les orbites, certains angles morts. Par exemple, manœuvrer au-dessus du Pacifique Sud, il n'y a a priori aucun capteur optique, aucun capteur qui n'est capable de vous suivre. Donc, manœuvrer à ce moment-là, au moment où vous survolez le Pacifique Sud. On peut utiliser des orbites fortement elliptiques, peut-être même jusqu'à l'orbite 6 lunaire, pourquoi pas, ou des orbites inhabituelles qui peuvent être utilisées pour compliquer le suivi. Enfin, on peut profiter tout simplement du brouillard de la guerre.
ou du contexte de tension qui sont du contexte de configuration et les configurations politiques au sol. Quand je parle du brouillard de la guerre, pourquoi ? Vous avez une assez grande confusion juridique, parce qu'aujourd'hui, le cadre juridique du droit spatial n'est plus en phase avec les capacités technologiques et les nouvelles capacités qui se développent. Il y a une confusion technique, doctrinale, stratégique, qui appelle à la plus grande vigilance, je dirais. Et donc, du coup, je dirais que dans la tactique spatiale, ce qui va compter finalement, c'est les actions hybrides et la ruse. Donc, si je fais le bilan de cette partie, on a un milieu où il est impossible d'improviser une manœuvre, où il est difficile de manœuvrer discrètement, où les armes qui doivent être privilégiées seraient plutôt celles qui sont difficilement attribuables, peu génératrices de débris, où la défense, finalement, va consister davantage, finalement, dans des stratégies indirectes, de la dissuasion, avec quand même un gros avantage aux postures offensives. Et bien, du coup, la conséquence, c'est que jusqu'à ce que les technologies de propulsion changent et permettent des manœuvres spatiales rapides, la bataille spatiale, en fait, se gagne avant la bataille elle-même, sur le prépositionnement de vos atouts. D'où l'importance de la planification des actions. Et ça conduit finalement à une sorte de verrouillage stratégique, un petit peu sur le modèle, on pourrait dire, de la destruction mutuelle assurée. Donc, pour conclure, en 3 points. Sur l'interconnexion entre les manœuvres spatiales et le segment sol, l'espace est grand, mais en dépit des vitesses impliquées, les objets spatiaux se déplacent globalement de manière prévisible, les manœuvres sont lentes et la gestion du temps est fondamentale. Ça s'explique par l'interconnexion avec le segment sol qu'on a étudié. Deuxièmement, sur les armes, dans l'immédiat, c'est surtout guerre électronique et guerre cyber. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres armes qui émergent à l'avenir. On y travaille. En tout cas, dans l'immédiat, c'est la guerre électronique et la guerre cyber qui dominent. Et enfin, sur la défense des atouts spatiaux, cette défense ne peut être que multicouche et s'interconnecte avec les autres capacités stratégiques hautes. Sachez enfin qu'en 2024, je projette de sortir un ouvrage aux éditions du Rocher qui va synthétiser en fait tous les aspects de la bataille spatiale, donc définition, acteurs, droit, manœuvre, armes, objectifs, et en essayant de définir après une tendance d'évolution. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci Amaury. Donc on a une continuité de l'intérêt stratégique dans ces capacités stratégiques hautes, puisque après la présentation d'une redéfinition ou d'un bouleversement de certitude qu'on pouvait avoir sur la pensée stratégique et la doctrine avec le nucléaire, on a la stratégisation directe d'un nouveau milieu qui prend racine sur des capacités anciennes, notamment le développement des armes spatiales, mais qui interroge l'ensemble de la reconfiguration de ce milieu, de cette action, et qui impose d'interconnecter directement ce milieu avec l'ensemble des opérations ou même des logiques de dissuasion. Continuons dans ce bouleversement de la réflexion stratégique qu'on ouvre aujourd'hui au débat, mais qui nécessite d'être pris en main, d'où l'intérêt du développement d'Academ, c'est la puissance aérienne, ou du moins l'évolution des problématiques attachées à la puissance aérienne. Et pour cela, je vais laisser la parole à Malo Cornuaille, qui est chercheur au pôle puissance aérienne de l'IESD. Malo, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas de micro. On y est. Battre comme ça. Je suis désolé, Amaury. J'empiète. Alors, bonjour à tous. À la différence de mes collègues, ça va être des propos bien plus conceptuels, puisqu'en fait, c'est les bases d'un projet de recherche qui est encore à l'état d'ébauche. Et donc, en fait, c'est simplement poser des propos avec vous et en fait, ensuite en discuter. Donc, je vais repartir un peu des bases. En 2011, Martin Van Creveld sortait un ouvrage que vous connaissez sûrement, The Age of Air Power, où il évoquait le déclin de la puissance aérienne, qui a été depuis largement contesté, mais en fait, la pertinence de la puissance aérienne, elle est surtout revenue avec la guerre en Ukraine. D'aucuns évoqueraient aussi potentiellement la Turquie, l'Azerbaïdjan, etc. Cette pertinence, elle a été évoquée récemment, en février dernier, lors du colloque sur l'Ukraine par Vincent Breton, où il évoque un outil qui est loin d'être obsolète et au contraire, plutôt une difficulté aujourd'hui à le mettre en œuvre. Par rapport à l'Ukraine, ce qu'il faut faire,
plutôt que d'avoir des conclusions hâtives ou alors des comparaisons hâtives, il faut faire réellement des retours critiques. On ne peut pas dire qu'on aurait fait pareil, on ne peut pas dire qu'on aurait fait mieux. Il faut, nous, développer notre propre pensée et nos propres réflexions là-dessus. D'autant qu'il y a plusieurs considérations par rapport à nos futures conditions opérationnelles et aussi par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine. Tout d'abord, la puissance aérienne occidentale, ces 20 dernières années, c'est plutôt une puissance aérienne tournée sur la contre-insurrection dans des environnements non contestés. Ensuite, la Russie, on peut dire qu'elle reprend, lors de sa campagne aérienne, certains codes que l'OTAN, ou du moins les anglo-saxons, ont mis en œuvre auparavant. On acquiert la supériorité aérienne, on fait des frappes de décapitation, on a une paralysie stratégique. Alors, effectivement, ils ont manqué d'intensité, mais on peut faire des parallèles entre ce qui s'est fait et la campagne aérienne East Thunder de 1991 pour Desert Storm. Enfin, et c'est une considération qui a été évoquée dès l'introduction, on a une redistribution, un nivellement de la puissance, donc à travers des stratégies d'interdiction, l'A2AD, qui sont susceptibles de limiter notre liberté d'action aérienne, mais aussi sur terre, sur mer et dans l'espace, avec des stratégies de counterspace. Donc, quels sont aujourd'hui les acquis de notre puissance, les acquis sur la supériorité aérienne, comment la conserver ou alors comment la retrouver? Et là-dessus, on a des évolutions technologiques, doctrinales, puisque l'un ne va jamais sans l'autre, du moins c'est souhaitable. Et donc, est-ce que tu peux changer de slide? Oui, parfait, merci beaucoup. On va continuer avec un mouvement d'interaction entre les armes et les armées. Et ce mouvement, depuis les années 2010, on considère que c'est en fait la formulation du concept de multidomaine, qui est désormais chez les Américains le Joint All-Domain Operations, et son penchant sur le Command and Control, donc le C2, le Joint All-Domain C2, qui considère que par l'agilité décisionnelle, à l'heure de la guerre d'information, on atteindra la supériorité opérationnelle. En France, le principe, c'est le multichamp multimilieu. C'est une convergence donc, des effets générés dans les milieux et les champs vers un état final recherché unique. On dépasse du coup la logique de déconfliction et de synchronisation. En l'espèce, je ne sais rien, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi à cette table, puisque Monsieur Fouillet et Monsieur Mazuki ont écrit une étude pour la FRS sur ce sujet. Et en fait, on est désormais sur une synergie des effets. Cette synergie doit être faite à tous les niveaux. Et en fait, on peut considérer que le M2MC, c'est une réponse englobante aux défis et concepts, aux défis qui sont posés à nos concepts opérationnels aujourd'hui. Comment réaliser du coup cette synergie, cette intégration MDMC? Vous aviez évoqué deux pistes dans votre étude, une intégration par le C2 et une intégration par la mutualisation capacitaire. D'abord, on peut évoquer deux remarques, notamment au niveau tactique d'ailleurs. C'est pour l'instant principalement une intégration par la technologie, puisqu'on voit cette question de la connectivité et des systèmes de systèmes. On parle notamment de combat collaboratif. Et ensuite, la logique, pour l'instant, elle se développe avant tout par milieu. Les initiatives se font au niveau des milieux. On a Axon V, on a Connect Aero. Aux États-Unis, le JADC2, dont on parle ici, c'est ABMS, c'est Advanced Battle Management System. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît, monsieur? Et donc, le risque avant tout, c'est de s'ancrer sur la technologie avec un biais technologique. Donc, l'idée, par exemple, que le cloud tactique, l'idée du cloud tactique qui serait potentiellement une solution à tout, comme si le JADC2 serait une solution à tout. Alors, effectivement, c'est très important, cette agilité décisionnelle est fondamentale, mais il ne faut pas non plus tomber dans le mythe de la Wunderwaffen. On a vu que ça ne marchait pas. Et donc, il faut, nous, surtout à notre niveau, en tant qu'universitaire, l'acadème en tant que tel, je vous remercie d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, d'avoir été invité, une nécessité des études doctrinales et les considérations d'emploi. Comme l'a répété ce matin M. Pasco, on ne peut pas considérer la technologie comme un fait, ça ne produit pas par soi-même de l'efficacité militaire. Et donc, j'aimerais bien étudier en fait, ces considérations doctrinales à travers un modèle encore plus disruptif, c'est la Mosaic Warfare. Donc, ça a été développé par l'ADARPA, donc, qui est une agence de recherche du Department of Defense, qui a été développé en 2017, mais qui est encore aujourd'hui à l'état d'ébauche. Donc, le principe est simple,
c'est qu'on a une structure de force qui lie des systèmes de systèmes, donc on a déjà évoqué cette notion-là, dans une architecture distribuée, et donc elle va s'opposer au puzzle, à savoir où chaque pièce est unique, et à partir du moment où on la perd ou alors on la place au mauvais endroit, notre structure est incomplète et non fonctionnelle. La mosaïque, à l'opposé, est composée de multiples formes, structures de différentes couleurs. Ce sont des effets. Et ces différents effets, dépendamment de comment on les place, eh bien, on pourra générer un bon effet au bon endroit, au bon moment. C'est la théorie, je vous l'accorde. Et donc, l'idée, c'est de passer, du coup, de nos modèles aujourd'hui, qui sont les kill chains, vers des kill web, savoir, en fait, les fonctions sont désagrégées, elles sont connectées les unes entre les autres, dans un maillage qui eh bien, va faire le lien en fait, entre simplement un fournisseur et un client. C'est-à-dire que c'est un système à la demande. C'est comme quand, c'est l'analogie qu'ils font régulièrement, c'est comme quand vous ouvrez par exemple votre application Uber, vous commandez une voiture, votre voiture arrive avec votre chauffeur, vous allez là où vous voulez. Mais le système est le même. Il présente en théorie, encore une fois, plusieurs avantages. Donc, puisqu'on a une redondance des fonctions, eh bien, ça ouvre une résilience et une adaptabilité de la structure. Et surtout, on a une rapidité d'assemblage et d'exécution qui va devenir de plus en plus importante, puisqu'on parle souvent du développement des capacités ISR, du développement des capacités spatiales. Donc, on a cette transparence du champ de bataille. Le tempo opérationnel doit potentiellement s'accélérer et en fait ça va être la question du time sensitive targeting, donc la sensibilité de toutes les cibles, réussir à fermer nos kill chains au bon moment puisque c'est des ciblages d'opportunités. La Mosaic Warfare du coup est encore une vision futuriste de ce que pourra être l'emploi de la puissance aérienne et à terme du multidomaine. Mais donc les États-Unis pour l'instant ils développent une vision en fait très technologique de la question. C'est d'ailleurs, je parlais de la DARPA, mais c'est littéralement le service des technologies de la DARPA qui l'avance, et ils ont une réflexion véritablement tournée vers le système. Ça va être une économie de moyens, puisque ça va être des moyens moins chers. C'est pour pallier le fait que le F-22 ait coûté extrêmement cher et qu'aujourd'hui, ils l'ont annulé. Et donc, on est beaucoup sur la connectivité, la communication, mais il y a des fonds doctrinaux qu'il va falloir aussi dépasser, puisque ça peut avoir son propre caractère limitatif. Et comme le disait Brian Clark, donc, qui est un chercheur au CSBA, je n'ai plus le terme exactement, il faut retrouver par exemple le C2 dans le C3. La communication, c'est très bien, mais on ne peut pas s'épancher des questions doctrinales et simplement nos questions organisationnelles à l'intérieur de nos propres forces. Donc, c'est fondateur, la doctrine, mais ça peut aussi être limitatif. Et je vais prendre plusieurs exemples de la culture aérienne et de ce qu'on doit faire et de ce qu'on peut faire. Les opérations aériennes, depuis très longtemps, ont été dirigées, et c'est pour des raisons historiques, par le principe de commandement centralisé et exécution décentralisée, puisque c'était une ressource qui était précieuse. Et tout simplement, puisque... Je vais réussir à trouver le terme, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y avait aussi ces questions de rattachement, simplement organique. Aujourd'hui, on avance souvent cette nécessité de distribuer le C2, et en fait, le principe de la Mosaic Warfare, c'est que le C2 va être distribué au plus bas niveau tactique, il va s'organiser autour de ces plateformes qui vont devenir leur propre niveau C2. Il va y avoir des questions d'articulation entre Tactical Command, Tactical Control, et en fait, il va falloir réactualiser certaines notions qui sont déjà présentes aujourd'hui, mais il va falloir non pas les pousser à l'extrême, mais les ajuster, tout comme c'est les mêmes considérations dans la marine et dans l'armée de terre. Par exemple, l'implémentation du commandement par l'intention, du mission command, qui est en fait, encore une fois, cette notion de subsidiarité. Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine. Cette notion-là requiert également une acculturation de ces décideurs tactiques, mais aussi des décideurs au niveau stratégique et opératif. Quelle délégation, comment ? Est-ce que moi, je suis formé à déléguer ? Et ensuite, nos décideurs tactiques, à tous les niveaux, ils vont devoir, d'une part, comprendre les différentes gammes d'effets qui vont être susceptibles de déployer, puisqu'il faut garder, tout d'abord, aujourd'hui, la cohérence de la manœuvre aérienne, mais à terme, la cohérence de l'ensemble de nos opérations.
Et enfin, on y retombe, puisqu'on ne peut pas non plus s'en passer, c'est les considérations techniques, mais aussi en fait l'articulation entre ces considérations techniques et la place de l'humain. Donc on a ces considérations diffusion et traitement de l'information. On revient souvent avec big data, intelligence artificielle, quantique, mais aussi quelle est la place de l'humain là-dedans, dans la boucle, le contrôle assisté par exemple, et la cogénération dans ce contrôle de mode d'action. C'est aussi quelque chose qui avait été évoqué notamment par Philippe Gros. Donc voilà. Alors, je ne vais pas non plus trop continuer, mais on voit bien que la Mosaic Warfare, c'est une évolution du combat interarmes, du combat interarmé, mais c'est encore exploratoire, tant au niveau doctrinal que technologique, et fondamentalement, et j'espère que ça suscitera une discussion plus tard, dans 35 minutes, mais ça pose bien davantage de questions que pour l'instant nous n'avons de réponse. Et pour rebondir une dernière fois sur ce qui a été dit ce matin, non pas tant par rapport à la technologie, mais par rapport à notre appréhension de concepts qui sont, par exemple, outre-Atlantique, eh bien, il faut bien évidemment qu'on étudie la formulation américaine de la Mosaic Warfare, les différents travaux qui vont être faits à la DARPA, par le Billy Mitchell Institute et par les différentes armées sur le Joint All Domain Operation, sur le JADC2, mais aussi que nous, on ait notre propre appréciation de ces problématiques-là, de leurs concepts, comment ils sont adaptés, par exemple, à nos systèmes de force, qui ne sont absolument... Enfin, nos déterminants de force ne sont absolument pas les mêmes que ceux des États-Unis, ou comme, par exemple, vous aviez évoqué le cas de Singapour, si je ne dis pas bêtise, ce n'est absolument pas les mêmes considérations non plus. Et donc, il faut qu'on regarde ce que d'autres font au-delà des États-Unis, les Allemands, les Britanniques, les Israéliens, mais aussi que nous, on se fasse notre propre idée de ce que doit être la Mosaic Warfare, puisque à l'échéance 2040, quand on aura le SCAF, etc., mais au-delà de ça, comment on va réussir à déstructurer et garder notre supériorité opérationnelle. Je vous remercie. Merci Malo. J'ai pas grand-chose à dire puisque ta conclusion finalement démontre l'intérêt d'avoir une pensée française et donc de se saisir de l'évolution conceptuelle et surtout de se saisir, nous Français, en fonction de nos intérêts, de nos besoins, de nos capacités, de nos limites, aussi d'une logique qui, si on ne le fait pas aujourd'hui, nous sera imposée plus tard avec parfois des problématiques que tu soulèves en creux, mais que je me permets d'appuyer ici, de la coopération interalliée, notamment dans le cadre OTAN. Est-ce que notre Mosaic Warfare est la même que celle des autres? Est-ce qu'on est capable de... Et est-ce qu'on veut aussi tout communiquer, tout fonder sur les alliés? Donc, ces enjeux... très important, et la transition est toute trouvée puisque cette application va se faire maintenant dans une logique du C2 appliqué à un milieu, donc on tourne autour de l'interconnexion. Cette fois on y rentre à plein, et bien grâce à cette intervention, cette évolution du C2, de ces enjeux d'interconnexion dans le C2 appliqué et bien à la marine, grâce à ton intervention Nicolas, donc merci au docteur Nicolas Mazzucchi d'être ici, directeur des études du CESM et docteur en géographie économique. Eh bien, c'est à toi, Nicolas. Merci beaucoup, Général. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, alors je vais adopter une position universitaire un petit peu particulière, puisque par rapport à mes 4 collègues, j'ai plusieurs particularités. Déjà, comme ça se voit, je ne suis plus un jeune chercheur. Je ne suis pas de l'IESD, et je suis donc directeur de recherche d'un centre de l'Acadème. Donc, ils sont quand même 3 particularités. Et donc, je vais adopter une position qui va être un peu celle du discutant. J'allais dire un peu le regard de l'ancien. Ça commence à me faire mal de dire ça, déjà. Vis-à-vis de ça, en appliquant ou en regardant ce que vous avez dit par rapport à une stratégie de milieu, qui est la stratégie du milieu naval. Alors, je suis désolé, en fait, ce que je vais vous faire, c'est un petit peu le cours de stratégie navale que je fais à mes étudiants officiers supérieurs de la marine, mais quelques concepts ou quelques grandes idées avant de rentrer effectivement dans cette intégration, on va dire, entre ce que moi j'appelle la couche haute, la couche intermédiaire et la couche basse. Alors déjà, pour comprendre la stratégie navale, il faut comprendre la stratégie navale, c'est une stratégie de milieu. On a une stratégie de milieu qui, juste avant, avec la question de la puissance aérienne, mais qui dit stratégie de milieu, dit caractéristiques du milieu. Les caractéristiques du milieu naval, en fait, elles sont au nombre de 4. La première, c'est l'immensité. 80% de la surface de la planète est formée justement des mers et océans, avec des situations qui sont très particulières. Si on prend le cas de la France, son domaine maritime, c'est à peu près 11 millions de kilomètres carrés, dont 5 millions de kilomètres carrés sur le seul domaine de la Polynésie française. Pour vous donner une idée, 5 millions de kilomètres carrés, c'est la taille de l'Europe.
à couvrir avec, bien entendu, des forces navales. Donc, première caractéristique, cette immensité. Deuxième caractéristique qui vient finalement compléter et complexifier la première, c'est la question de la fluidité. Il n'y a pas de permanence. La mer, comme l'air, comme l'espace d'ailleurs, sont des milieux qui sont par nature hostiles à l'homme, sur lesquels on ne peut pas ou très difficilement rester fixe sur un point pendant longtemps, ce qui, par rapport à la stratégie de milieu terrestre, annihile la notion de front et la notion, là aussi, une grande particularité de la stratégie navale, la notion de contrôle d'espace continu. On ne peut pas avoir de contrôle d'espace continu en mer. C'est ce que Mahan appelait la notion du command at sea. Le command at sea qui serait cette espèce de fantasme d'être capable de contrôler en permanence et de manière quasi hermétique un espace maritime de grande taille. Bon, ça c'est strictement impossible. On peut avoir un contrôle ponctuel d'un espace maritime d'une taille plus ou moins importante, mais aucun contrôle continu. Donc pas de front et pas d'occupation du terrain, à l'imitation de ce qui pourrait être fait sur Terre. Troisième caractéristique qui, elle, s'applique plutôt à ce qui va se passer sous la surface, mais qui reste du domaine naval, c'est l'opacité. La mer, c'est un milieu opaque par nature, évidemment opaque quand on est dans le sous-marin, mais même opaque quand on est dans la surface, donc la capacité à connaître et savoir ce qui est proche de vous est relativement faisable, ce qui est au-delà de l'horizon va demander un appui sur des moyens spécifiques qui sont des moyens technologiques sur lesquels on va revenir justement sur cette question de l'interconnexion des différentes capacités. Quatrième caractéristique, j'en termine par là, c'est la vitesse relative. Imaginez qu'un navire se déplace à peu près à une vitesse de 25 nœuds, soit environ 50 km/h, ce qui, combiné à la première caractéristique que je vous ai donnée, qui est l'immensité, vous donne une idée de la difficulté à couvrir rapidement des espaces. C'est ce que l'on appelle dans la marine la tyrannie des distances et du temps. Pour vous donner une idée, là aussi, pour traverser l'océan Indien, il faut à peu près 3 semaines. Donc, si jamais un problème se déclenche en Indo-Pacifique, vous imaginez le temps de réaction pour envoyer une force navale conséquente sur place. Donc, ce sont les 4 grandes caractéristiques du milieu. Et si finalement je devais résumer la stratégie navale en un seul mot, c'est très simple. La stratégie navale, c'est de la liberté. Le but de la stratégie navale, c'est acquérir de la liberté, c'est dénier à l'autre sa liberté. L'une des raisons très simples, l'application de la stratégie navale se fait historiquement et de manière actuelle aussi sur ce que les anglo-saxons appellent les sea lines of communication, donc les lignes de communication maritime. Le principe étant effectivement de contraindre l'adversaire dans sa capacité à se déplacer, à commercer, à communiquer et au contraire pour nous-mêmes à la garder en permanence. À telle enseigne que quand vous regardez comment est fait le droit international maritime, c'est un droit qui en fait érige la liberté en tant que principe cardinal. Alors historiquement, cette stratégie navale, quand on la regarde, elle s'applique d'une manière, j'allais dire, relativement plate, horizontalement. Alors non pas qu'on trouve des platistes chez les marins, enfin j'espère pas trop quand même, mais en fait elle se regarde à partir, on va dire, du trait de côte suivant une approche qui est relativement concentrique et que les grands stratèges, notamment de la fin du 19e, les grands stratégistes surtout, pardon, de la fin du 19e siècle, ont découpé suivant une approche qui est triple, les eaux brunes, les eaux vertes et la haute mer, les eaux bleues. Aujourd'hui, si on devait résumer rapidement, en fait, quelle est la limite entre ces eaux, et vous verrez que je vais moi-même revenir sur ce que je suis en train de vous dire assez rapidement, finalement, les eaux brunes, ça correspondrait peu ou prou aux eaux territoriales. Les eaux territoriales, 12 nautiques, 24 km à partir du trait de côte, c'est l'endroit juridiquement où on a une assimilation entre la terre et la mer, c'est-à-dire dans lequel l'État peut exercer sa pleine souveraineté, et ce, dans l'ensemble des domaines. Ce qui rend finalement cette zone des eaux brunes, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue géopolitique du droit international et du droit des conflits armés, relativement simple. Ce qui s'y passe est finalement proche de ce qui se passerait sur Terre. Au-delà, on commence à rentrer dans des zones qui sont des zones relativement grises en termes de droit et qui vont donner justement à ce milieu naval une de ses spécificités, c'est la difficulté de l'application du droit des conflits armés et la difficulté de l'application aussi de la notion des alliances. Parce qu'à partir du moment où vous vous trouvez dans une zone où vous n'avez plus de souveraineté, mais où vous avez quand même, vous est reconnu en tant qu'État, suivant des logiques juridiques particulières sur lesquelles je ne vais pas m'étendre dans cette présentation, une forme en tout cas d'exclusivité, la fameuse zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 nautiques des côtes à partir du trait de côte, donc 188 au-delà des eaux territoriales, commence déjà une première difficulté d'interprétation qui est de dire je suis un État, il se passe quelque chose dans ma ZE, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que ça déclenche.
Et ça, déjà, on se rend compte que la stratégie, donc le domaine purement militaire, a des applications directes et des redondances par rapport au domaine politique et donc au domaine juridique, ce qui fait que la stratégie navale, c'est une stratégie qui est très souvent, une fois de plus, si j'accepte la question des eaux brunes, une stratégie dans l'ambiguïté. Et ça me ramène à la déclaration de Vladimir Poutine quand, après avoir mené une action cyber relativement intéressante sur un destroyer britannique, le HMS Defender, et avoir usurpé la trace AIS, donc avoir usurpé le positionnement satellitaire commercial de ce navire, puisque les navires militaires peuvent avoir un positionnement satellitaire commercial, les Russes ont bombardé la fausse trace qu'ils avaient eux-mêmes créée du positionnement de ce navire-là. Et Poutine a déclaré, si j'avais bombardé le vrai, on n'aurait pas déclaré la Troisième Guerre mondiale pour autant. Finalement, ça laisse à penser, en tous les cas, dans la tête d'un certain nombre de personnes, dont votre serviteur fait partie, que, justement, l'ambiguïté juridique associée au territoire maritime est relativement intéressante pour permettre, et finalement c'est ce qui était un peu dit jusqu'à présent, la continuité de l'application de la force sous la voûte nucléaire, y compris entre États dotés. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la mer, c'est que la mer, parce qu'il n'y a pas cette notion de front, qui est une notion d'assimilation territoriale qui est très différente, elle permet plus de liberté par rapport à ça. Troisième espace, donc qui va au-delà justement de la moindre appréhension juridique d'une possession ou d'une revendication vis-à-vis d'un acteur étatique quelconque, la haute mer. Tout ce qui est au-delà. Historiquement, le grand débat des stratégistes a été de savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser. Est-ce qu'on doit prioriser l'action en haute mer? Donc en gros, est-ce qu'il nous faut des bateaux très gros, très puissants, très armés, capables d'aller mener des actions décisives dans une approche finalement très clausewitzienne du combat, de la bataille décisive, approche notamment défendue par l'amiral Mahan à l'extrême fin du XIXe siècle aux États-Unis, ou au contraire, ce qui a été une approche très dissonante, ce qu'on appelait la jeune école en France, la nécessité en fait de se concentrer sur ses propres approches, sur la proximité de son propre territoire et de dire on ne va pas investir dans des très gros objets qui coûtent très cher et, caractéristique supplémentaire de la guerre navale, c'est une guerre qui est extrêmement destructrice, qui peuvent donc très facilement disparaître. Au contraire, on va se concentrer sur une multiplicité de petits objets parce que ce qu'on doit défendre, ce sont nos côtes. Donc pendant tout le pré-Première Guerre mondiale, et d'ailleurs après la Première Guerre mondiale aussi, d'ailleurs, il y a eu justement ce dilemme entre savoir est-ce qu'on doit prioriser une marine des eaux brunes ou une marine des eaux bleues. Et bien malheureusement aujourd'hui, le problème c'est que la continuité stratégique entre les deux, le développement des infrastructures critiques, énergétiques, numériques, de télécommunications en mer et sous la mer, d'une part, qui donc devrait nous amener à prioriser cette zone des eaux brunes et des eaux vertes, se combine en même temps avec un réarmement naval inédit, une croissance des ambitions stratégiques d'un certain nombre de puissances qui soit deviennent des puissances de premier rang en mer, à commencer par la Chine, et qui donc doivent nous amener aussi à prioriser les eaux bleues. Donc comme on ne peut prioriser ni l'un ni l'autre, il faut prioriser les deux à la fois, et ça pose un dilemme stratégico-capacitaire extrêmement fort, qui est de dire, finalement, on ne peut pas abandonner l'un ou abandonner l'autre, on n'est plus sur la question de savoir s'il faut être dans les eaux brunes, dans les eaux vertes ou dans les eaux bleues, il faut être dans les trois à la fois. Donc, merci d'avoir passé sur la diapositive suivante. Cette chose-là, cette vision horizontale se combine à une vision verticale, et là, suivant une approche qui m'est toute personnelle, et ça vous montre aussi finalement la capacité de cet acadème à avoir des chercheurs à l'intérieur qui sont capables de porter autre chose que simplement la voix intellectuelle de leur institution, mais qui au contraire sont là pour venir chatouiller un peu l'institution en question. Finalement, ça se combine avec une approche que moi j'appelle en 3 couches stratégiques. Donc on a cette couche médiane qui correspond au milieu traditionnel, air, terre, mer, sur laquelle je ne vais pas m'étendre pour l'instant, mais surtout on a ces 2 couches stratégiques, une couche stratégique haute et une couche stratégique basse. Couche stratégique haute qui pour moi en fait reprend l'ensemble des fonctions dont on a discuté jusqu'à présent, l'espace, le cyber, l'électromagnétique et le champ des perceptions, qu'il ne faut pas oublier, puisque je rappelle que l'influence a été érigée en tant que 6e fonction stratégique. Et l'intérêt, c'est de regarder qu'on a sur des champs qui sont à la fois des champs
réel du domaine physique que l'homme n'a pas créé. L'homme n'a pas créé le champ électromagnétique, n'a pas créé l'espace extra-atmosphérique, mais l'homme, par contre, a créé le champ des perceptions et a créé le cyberespace. Donc on est à la fois sur des champs réels, ou on va dire naturels, entre guillemets, et des champs artificiels. Et d'un autre côté, une couche stratégique basse que, à titre personnel, je segmente en deux, avec ce qui est sous la mer, la colonne d'eau, et la question du fond marin. L'approche stratégique italienne, elle aussi, tente à segmenter en fait la question du plancher sous-marin de la question de la colonne d'eau. J'y reviendrai plus tard. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que c'est que cette couche stratégique haute, si on doit la résumer en quelques mots, finalement, c'est la couche du savoir et du faire savoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simplement l'espace, le cyber, l'électromagnétique, les perceptions, ce sont des communications. Et en mer, les communications passent de manière extrêmement forte par le satellitaire. Dès que vous vous éloignez des côtes, vous passez sur du satellitaire. Satellitaire militaire, satellitaire civil, satellitaire dual, nécessairement ou très nécessairement du satellitaire. C'est de la communication. C'est du positionnement. Là aussi, satellitaire, civil ou militaire. C'est du renseignement, qui va là aussi passer par ces différentes capacités-là. C'est du guidage des navires, guidage des armements. Et finalement, quand vous acquérez la supériorité, voire la suprématie, ce qui a quand même été la position des pays de l'espace euro-atlantique à minima depuis la fin de la guerre froide et qui aujourd'hui est remise en cause sur cette couche stratégique haute, qu'est-ce que vous gagnez ? Vous gagnez de la précision. Précision dans votre renseignement, précision dans le guidage de vos armes, précision dans le guidage de vos navires, précision dans votre C2. Et en fait, ce que vous gagnez un raccourcissement de la fameuse boucle OODA, donc observation, orientation, décision, action, par des objets qui sont des objets majoritairement technologiques, mais qui en fait finalement la martingale que vont rechercher toutes les armées occidentales et plus qu'occidentales depuis environ 35 ans. Et vous gagnez aussi la dilatation de la bulle espace-temps, donc le temps que vous pouvez la distance que vous pouvez parcourir dans un temps donné, de votre force navale qui est en mer. Donc rappelez-vous, je vous ai dit, l'une des caractéristiques, c'est finalement la lenteur et l'immensité. La lenteur et l'immensité, à partir du moment où on a la supériorité, voire la suprématie sur la couche haute, on est capable d'aller lutter contre ça. La couche basse, qu'est-ce que c'est au contraire ? C'est une couche qui finalement est une couche de l'incertitude. On a bien vu, je ne reviens pas forcément sur l'histoire du développement de l'arme sous-marine à la fin du 19e siècle et l'impact de l'arme sous-marine sur le premier conflit mondial, la guerre au commerce. Aujourd'hui, et les marins le savent bien, la menace sur un groupe aéronaval, largement avant les missiles hypervéloces, c'est le sous-marin. Aujourd'hui, c'est l'arme sous-marine qui est finalement, par l'opacité du milieu, donc on revient là aussi à la caractéristique du milieu en termes de stratégie, par l'opacité du milieu, l'incertitude que crée l'arme sous-marine, ce qui est aussi le cas dans la dissuasion. Pourquoi on a fait des missiles balistiques sur des sous-marins ? C'est parce que l'opacité du milieu permet une dilution du porteur et donc une incertitude de l'action. Par l'incertitude que ça provoque, ça restreint la liberté de la force navale, ou au contraire, ça augmente la liberté de la force navale. Si vous savez que vous avez la suprématie ou la supériorité sous-marine, vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements et de vos actions que si vous êtes en même temps que votre mission principale en train de conduire des missions de lutte sous la mer, justement pour être certain de ne pas vous faire taper par un sous-marin. Donc on se rend bien compte, quand on parle de l'intégration verticale justement de ces couches-là, que, comme le disait l'amiral Vendier, qui donc a déjà été cité, finalement, la maîtrise de la stratégie navale, c'est de l'espace au fond marin. Et ce qui explique pourquoi aujourd'hui, la France et un certain nombre d'autres pays investissent autant dans ces stratégies de maîtrise des fonds marins. C'est parce qu'il faut être capable de connaître, prévenir, intervenir, pour ces raisons-là. Et donc, diapositive finale, malheureusement, et j'allais dire, là on est vraiment sur la diapositive d'intellectuels et de chercheurs, la vérité ne se trouve pas dans une vision horizontale ou dans une vision verticale, malheureusement la vérité elle se trouve au croisement de tout ça, parce que tout ce que je vous ai dit justement sur cette couche haute et cette couche basse va continuer à s'appliquer sur cette vision concentrique. Et donc cette vision de dire, très bien, mais ça, il va y avoir des choses que je vais retrouver dans de la bataille décisive avec beaucoup de guillemets, on pourra en discuter longtemps, mais la bataille décisive en haute mer, c'est quelque chose qui est quand même assez surévalué. La Première Guerre mondiale nous a d'ailleurs bien fourni l'exemple du fait que ça pouvait très bien ne jamais marcher. Les questions de déni d'accès. Qu'est-ce qui se passe si je perds l'accès ? Comment est-ce que je retrouve l'accès ? Comment est-ce que j'engage une force navale en étant déniée soit en haut, soit en bas ? Et est-ce que je le fais ? Et donc à quel risque ? Rappelez-vous, la guerre navale, c'est quelque chose qui attritionne énormément. Le combat dit hybride,
Dans les deux acceptions du mot hybridité, en France, le problème c'est qu'on traduit mal ça, on parle de guerre hybride. En fait, il y a deux acceptions, c'est hybrid war, donc c'est l'appui de moyens non militaires avec des moyens conventionnels pour produire un effet militaire, et le hybrid warfare, qui lui est l'action avec des moyens paramilitaires ou sous faux drapeau, sous le seuil du conflit armé. Ce sont donc deux versions très différentes de l'hybridité que malheureusement on a tendance un peu à écraser nous avec un seul terme. Donc ce combat hybride, il va aussi regarder ça, et notamment dans les eaux brunes et dans les eaux vertes avec le développement des infrastructures critiques en mer. Et donc comment est-ce qu'on va combiner ça? La question du renseignement, la question de l'incertitude par l'action sous-marine, le combat d'interface, amphibie, de la terre vers la mer, aéromaritime, de la mer vers l'air, la question de la dissuasion, ça a déjà été abordé. Donc vous voyez que tout ça, finalement, aujourd'hui, nous pose plus de questions, et c'est souvent ce que je dis quand je fais ce cours de stratégie navale, je viens avec vous avec des interrogations, et pas forcément avec des réponses, mais je serais ravi de continuer à en discuter. Merci.